Bonjour à tous, et donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au football féminin. Je vais vous parler plus précisément de l'Olympique de Marseille, d'autres vidéos viendront juste derrière, donc ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, j'ai décidé de changer un petit peu parce que les jeux vidéo j'en ai un petit peu marre. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous apporter mon analyse sur le jeu de l'Olympique de Marseille, mais l'équipe féminine, une fois n'est pas coutume. C'est parti. Donc je commence donc par vous expliquer la situation de ce match de journée de la fin. L'Olympique de Marseille compte 3 points de retard sur le Nîmes Métropole et pour monter en D1, il faut gagner le match et espérer que Nîmes en perde un des deux, ce qui paraît quand même assez improbable. Donc c'est un peu bizarre de faire une analyse comme ça de journée de la fin, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc je commence par l'Olympique de Marseille. Donc un effectif qui me semble, au vu des autres effectifs proposés cette année dans ce groupe C de la D2, largement au-dessus des autres. Très nettement, hein, voilà, il n'y a pas photo, hein, notamment au milieu de terrain. On voit que Marseille domine tous les matchs largement. En défense, c'est très solide aussi. Par contre, voilà, donc vous allez me dire pourquoi l'Olympique de Marseille se retrouve deuxième. Et ben, à mon avis, les explications sont très simples. C'est manque de chance, vraiment un manque de chance incroyable sur certains matchs. Des poteaux, des jambes, des gardiennes en état de grâce, enfin des trucs de fou dans certains matchs qui ont coûté beaucoup de points. Voilà, quelques décisions arbitrales très étranges aussi. On y reviendra. D'ailleurs, vous verrez à la fin de cette vidéo un best-of de la saison commenté dans les conditions du direct par mes soins. Donc voilà. Voilà, donc je commence. Le début de saison était assez difficile. Enfin, assez difficile, surtout le premier match. Avec soi-disant un match entre les deux favoris. Enfin les deux équipes favorites, donc le Toulouse Football Club. Donc il me semble que c'est la session féminine du club de Ligue 1 du TFC. Et donc l'Olympique de Marseille qui s'est incliné 3 buts à 1 malgré un but de 40 mètres de Léa Rubio qui n'a pas suffi. Parce qu'on voyait très clairement sur ce match-là que les joueuses n'étaient pas encore prêtes. Hein, assez franchement, ça me semble assez évident sur ce que j'ai vu. Honnêtement, Toulouse méritait sa victoire. Voilà, donc après il y a eu, si je dis pas de bêtises, 6 victoires consécutives. Bon, je veux pas dire de bêtises. Avant un match contre le Nîmes Métropole, c'est pas la session féminine du club de Nîmes, le club qui a les difficultés extra-sportives, dirons-nous. Non, c'est un autre club qui possède uniquement 2 sections féminines. Donc voilà, une victoire, un match à Nîmes et une victoire à Nîmes, 1 but à 0. Bon, sur un but assez curieux, un coup franc de Caroline Pizola qui est le 35 mètres où la gardienne très clairement s'est trouée. Il n'y a pas d'autre mot. Donc un match plutôt équilibré, l'un des seuls que j'ai vu quasiment en entier. Donc voilà, Marseille, plus ou moins à cause de sa bonne solidité défensive et quelques exploits de sa gardienne Anaïs Hachi, a permis de l'emporter 1 but à 0. Une victoire qui semblait ouvrir tout droit le chemin vers la D1, sauf qu'il y a eu ce match derrière contre le Puy Foot 43, c'est la section féminine du club de CFA2 que les amateurs de Football Manager connaissent bien, puisque c'est une équipe très connue pour nous joueurs de Football Manager. Donc une équipe qui a venu chercher le match nul au stade Roger Lebert, un but partout, après avoir subi toute la rencontre. Vraiment un match nul incompréhensible parce que il y avait un nombre incalculable d'occasions et ce n'est que le début parce qu'il y a d'autres matchs, vous allez voir, je vais en parler aussi, où il s'est passé vraiment mais des trucs absolument invraisemblables.
Voilà, un match nul, un but partout, mais un match que Marseille doit gagner 4-0 sans problème. Les joueuses auvergnates qui marquent quasiment sur leur seule opportunité. Ça aussi, c'est arrivé souvent cette saison. Il y a un match nul, un but partout qui a cassé un petit peu les pattes juste avant la trêve. Donc après, ça a repris par un tour de Coupe de France contre le club de DH qui a été gagné, un match bien maîtrisé. Et puis on arrive tranquillement vers, à mon avis, le match qui coûte clairement la place en D1 pour l'instant en tous les cas. C'était la réception de Clé, équipe assez faible, hein, pas très bien classée il me semble. Enfin, en tout cas très nettement en dessous du niveau de l'Olympique de Marseille, c'est assez clair. Marseille qui domine totalement la première mi-temps et qui à la 13e minute ouvre logiquement le score sur un corner d'Alissa Pourquies direct, sur une belle erreur de la gardienne qui s'est bien trouée. Mais visiblement ça arrive souvent dans ces matchs de D2. Franchement, au niveau des gardiennes de but, pas terrible. Et, moi je pense vraiment c'est ce qui a fait la grande différence entre Nîmes, Marseille et les autres équipes. C'est les gardiennes de but, très honnêtement, je pense. Voilà, et aussi la dimension physique. Hein. Donc une défaite contre Clé. Oui, je reviens au match. Donc un mène 1-0 tranquillement. Et puis vient cette fameuse 45e minute plus 1 où un ballon perdu en milieu de terrain et la joueuse de Clé part but se fait salement tacler par derrière. L'arbitre désigne un coup franc et l'assistant transforme le coup franc en penalty de manière assez incompréhensible puisque après avoir visionné le ralenti, il semble bien que la faute ait lieu à l'extérieur de la surface. Donc si c'est monsieur l'assistant pour raconter n'importe quoi, il vaut mieux ne pas intervenir et laisser faire à l'arbitre son travail. Donc voilà, but là-dessus, donc penalty transformé. La joueuse marseillaise échappe miraculeusement au carton rouge. Mais bon, c'était pas la seule bizarrerie d'arbitrage de ce match. Je vais continuer donc dans la foulée, sur le renvoi, ballon perdu. Tir lobé détourné, ça fait 2-1 pour Clé. Donc voilà, 2 ballons perdus, 2 buts. Engagement de la deuxième mi-temps, donc juste derrière. Ballon cafouillé, ballon mal dégagé. Et ça fait ballon qui revient dans les pieds de l'attaquant de Clexoise qui met le troisième but. Donc 3-1, c'est bien, vous perdez 3 ballons, vous prenez 3 buts. C'est un petit peu compliqué quoi derrière. Franchement, voilà. Vous prenez 3 buts sur 3 grosses erreurs. Hein. On peut quand même qualifier de grosses erreurs parce que 3 ballons bêtement perdus. Donc voilà. Et derrière, il y a un truc absolument invraisemblable qui va se passer. Nous sommes une vingtaine de minutes de la fin, il me semble. Marseille qui tente de revenir. Pauline Cousin qui reçoit le ballon en bonne position. Les gardiens qui se trouvent complètement. Un tir, je ne sais plus qui a tiré, qui est contré par les mains de la gardienne qui est à 25 mètres de ses buts. Donc le ballon est arrêté par l'arbitre, voit très bien qu'il y a main, indique coup franc, et là tout le monde s'attend à voir le carton rouge absolument indiscutable. Et ben non, c'est un simple coup franc. Il faudra vraiment que cet arbitre nous explique sa décision, parce que là, si j'en suis les directives de la LFP, il y a bien anéantissement d'une action de but. Donc c'est un carton rouge indiscutable. Mais comment vous dire que voilà, c'est un peu à l'image de la saison, ce genre de décision. Et voilà, donc défaite au final 3-1, un match qui aurait pu tourner parce que il me semble que les joueuses de Clé n'avaient pas de gardienne remplaçante sur le banc. Donc ils auraient fini avec une joueuse de champ dans les buts. Donc ce qui aurait pu faire tourner le match, je pense, très clairement. Donc après il y a eu un match contre Nivelas-Vermeil. Donc c'était voilà, on se rapproche là de la fin de saison. Il faut absolument gagner. Il me semble que c'est juste avant le match contre Nîmes ou un peu avant. Pas sûr, ce sera à vérifier. Donc un match qui se passe plutôt bien pour Marseille, qui domine mais ne marque pas.
On rentre à 0-0 à la mi-temps. Et là, inexplicablement, à la mi-temps, changement de tactique. Changement de tactique assez invraisemblable. On se met à jouer le kick and rush à l'anglaise de manière totalement désordonnée. 2 petites minutes, j'ai un problème avec mon écran. Donc le kick and rush, voilà, totalement désordonné. Et oui, parce que donc sur ce match-là, il y avait Alicia Pourquier qui était blessée, il me semble. Elle était blessée un long moment d'ailleurs, après le match de Clé, il me semble. Oui, il me semble que c'est ça. Et donc on se mettait à balancer les ballons. Alors je vais expliquer, c'est-à-dire que on balançait des ballons sur Pauline Cousin qui fait 1m60. Alors c'est un petit peu compliqué d'aller attraper les ballons de la tête quand on fait 1m60. Vous le comprenez bien. Donc là, toute la seconde mi-temps, on a pensé à balancer. C'est une stratégie totalement incompréhensible alors qu'il suffit de poser de jeu. Hein. Je rappelle que Marseille a joué tous ses matchs à domicile sur synthétique. Donc le jeu est plus facile à poser quand même que sur les champs de patates auxquels ils ont pu avoir droit en déplacement. Je vais y revenir également. Voilà, donc c'est assez incompréhensible cette stratégie de vouloir balancer alors qu'il suffit de construire quoi. Et malgré ça, il y a eu des occasions, il y en a eu à l'appel, il y a eu à mon sens un penalty non sifflé après un ballon récupéré par Pauline Cousin au point de penalty, double crochet. La défenseuse de Nivolas c'était complètement à la rue, a fait à mon avis faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Il n'y a pas but, au lieu de revenir au penalty, non, on l'a joué. Ça faudra qu'on m'explique parce que on voit très bien qu'elle joue absolument pas le ballon, la défenseur de Nivolas, c'est à mon avis indiscutable. Il y a quand même certaines décisions arbitrales complètement étranges. Hein. J'en oublie une d'ailleurs. J'ai oublié de vous parler d'un match à Monteux. Celui-là a été gagné 2-0. C'est important parce que Monteux est aussi une équipe de haut de classement. Une équipe de Monteux qui totalement dépassée sur une action individuelle de Caroline Pisala que vous retrouverez dans le best-of tout à l'heure. Voilà, elle prend le ballon à 30 mètres. Elle part au but, défense l'attaque pas, elle passe, elle va marquer, l'autre fait une faute. Donc pour moi, c'est carton rouge là pareil, il faut qu'on m'explique. Parce que si j'en suis encore une nouvelle fois les directives de la LFP, c'est annulation d'une action de but volontaire, donc c'est carton rouge. Et ben là, non. C'est un simple carton jaune. Mais enfin, ça n'a pas porté à conséquence puisque l'OM l'a emporté 2-0, oui, 2-0, oui, c'est ça. Et donc, je reviens sur le match de Nivolas, qui, à mon avis, coûte très cher à l'arrivée aussi, comme le match de Clé. C'est les deux matchs qui coûtent la montée. Avec le match retour contre Nîmes, je vais y revenir dans un instant. Donc, une équipe de Marseille totalement dominatrice, malgré sa stratégie que moi je trouve complètement bidon. De balancer alors qu'on a les moyens techniques de surpasser l'adversaire. Moi je suis pour le jeu au sol, hein, je vous le dis honnêtement. Surtout quand on joue sur un synthétique, le jeu au sol quand même est favorisé. Et là c'était on balance, c'est un peu difficile quoi. Ok, après je reviens quand même sur le match contre Nîmes. Celui-là coûte. C'est clair que au niveau comptable c'est celui-là qui coûte la montée. Puisqu'il y a 3 points d'écart à l'arrivée, si Marseille a gagné, elle serait à égalité. Et comme c'est la confrontation directe, ça fonctionne exactement. D'ailleurs, je me faisais la réflexion. Les groupes de D1 féminin et de D2 fonctionnent exactement comme aux échecs en fait. Nous avons un groupe de 12 équipes, il me semble. En D1, c'est peut-être même plus maintenant. Je sais plus si c'est 12 équipes en D1, j'ai un doute. C'est peut-être 14 maintenant. Voilà, et donc le 3 derniers relégués. Et c'est aux échecs pareil, on a 3 divisions, 3 groupes en deuxième division de 12 équipes, avec le premier qui monte seulement. Là ça fonctionne pareil. Sauf qu'aux échecs le comptage des points est un petit peu particulier. Et donc il n'y a pas de goal average, le goal average sert à rien. À moins qu'il y ait égalité sur la double confrontation. C'est la confrontation directe, le goal average particulier comme on l'appelle, qui fait la décision. Et donc Marseille a gagné 1-0 à Nîmes. Et donc je reviens sur ce match retour, donc ce match nul, 1 but partout.
Ce match-là, honnêtement, c'est un scandale que Marseille n'emporte pas. Comme je disais, ou comment récompenser l'équipe qui ne fait rien. Voilà, donc je vous explique, Marseille domine totalement, ouvre logiquement le score en première mi-temps. Et donc, il reste 3 minutes, Marseille va se diriger tranquillement vers la victoire. Et l'arbitre invente un coup franc pour Nîmes, bon certes assez loin, à 30 mètres. Le coup franc est tiré indirectement, erreur de marquage, but. Bon ça arrive, mais il n'y a absolument pas coup franc après avoir revu les images. C'est assez scandaleux. À l'arrivée ça coûte cher, je sais très bien que l'arbitre, il est de bonne foi, mais ça coûte cher à l'arrivée. Je suis désolé, mais à un moment, on ne peut pas se permettre. Il y a trop de décisions. Il y a eu trop de choses contre Marseille cette saison. Donc là, voilà. Donc après ce match contre Nîmes, il n'y a eu que des victoires. Victoire à Vehormontoison. Ce match, il faudra que j'y revienne. C'est quand même inadmissible d'accueillir une équipe comme l'Olympique de Marseille sur un champ de patates. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre mot. Le terrain, il y avait du sable dessus. Je ne sais pas ce qu'il y avait. Dans tous les cas, le ballon, il avait du mal à rouler dessus. C'est un peu scandaleux. Mais bon, évidemment, c'est le problème de ces équipes, de ces petits villages. C'est la D2, quoi. J'ai envie de dire c'est la D2. En D1, il me semble qu'il n'y a pas d'équipe exclusivement féminine. C'est que des sections féminines de clubs professionnels. À part peut-être Soyo, où j'ai un doute qu'il y ait une section masculine. Il me semble que tous les autres clubs ont une section masculine. Donc ça changera totalement. Puis les terrains sont tout à fait en état. Ah oui, il y a Juvisy aussi évidemment qui me semble pas qu'il y ait une grosse, en tout cas la grosse équipe doit être au mieux en DH chez les hommes. Il me semble que c'est un club exclusivement féminin, ça doit être le seul. Si je dis pas de bêtises, enfin je suis pas spécialiste de D1, j'ai vu quelques matchs de D1 où il y a un niveau certainement, mais je pense que Marseille a largement le niveau D1. Donc voilà, je suis revenu à peu près sur tous les matchs. Ah oui, il y a eu les 2 victoires contre Marseille et Blanzy, mais bon. Voilà, ça c'était normal, écart de niveau. Ah oui, j'ai oublié de revenir aussi sur le match nul contre Marseille à l'aller, où tu te retrouves à 11 contre 10 ou 11 contre 9, il me semble même. Tu mènes 2-0 et tu prends 2 buts. Ça, à un moment, c'est pas possible, quoi. Honnêtement, c'est pas possible. C'est inadmissible pour une équipe de haut niveau, je suis désolé d'être dur, mais c'est la réalité. Tu mènes 2-0, tu dois fermer. Je fais la même réflexion avec Marseille-Caen. Notre équipe, voilà, quand on appelle contre Caen, c'est la même réflexion. Là, c'est encore pire parce qu'on est en supériorité numérique. Je sais plus si c'est 11 contre 10 ou 11 contre 9. Enfin, c'est un truc terrible, quoi. On peut pas se permettre de laisser passer des points comme ça. Alors en D2, qu'est-ce que je voulais revenir? Ah oui, maintenant je vais revenir sur l'effectif en lui-même. Donc c'est un effectif qui me semble largement niveau D1. Très clairement, il y a des joueuses qui ont déjà joué en D1, qui ont marqué en D1, qui ont joué même au PSG. Donc le PSG qui est en finale de la Ligue des Champions. Mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. C'est pas le sujet aujourd'hui. Donc voilà, donc une équipe, voilà, donc la gardienne qui est Anaïs Hachi, qui a été recrutée du club de Saint-Malo, il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc une très bonne gardienne. Son seul handicap, c'est à mon avis son 1m61. Évidemment, si Neuer et Courtois sont les 2 meilleurs gardiens du monde, c'est aussi par leur grande taille. Il faut l'admettre qu'un gardien, limite pour le football féminin, j'ai dit, je me base sur, donc comme vous le savez peut-être, Taylor Swift qui a été gardienne de but dans sa jeunesse, je me base sur sa taille. Elle fait 1m78. Pour moi, c'est la taille minimum pour une gardienne en football féminin. Maintenant, c'est difficile de trouver des filles d'1m78 dans la cage. Pour moi, c'est le minimum, mais bon, après, Anaïs a fait une très bonne saison dans la cage. Voilà, il y a quelques fois, sur certaines frappes, c'est sûr que si elle faisait 15 cm de plus, elle prenait le ballon tranquille, quoi. Oui, elle le met en corner, quoi. Mais bon, ça lui a pas, à mon avis, coûté trop cher sur cette saison. Donc la défense centrale marche très bien avec Anaïs Nbasidje
Et Laura Vidal, ça marche très très bien. Elles sont assez grandes, assez costaudes, ce qui permet vraiment de concéder très très peu d'occasions. Elles sont assez propres dans la relance. Et d'ailleurs, les seules fois où elles n'ont pas été propres dans la relance, ça a coûté très cher. Voilà, donc défense pour moi ça va. Les deux latérales sont de rien. Surtout Tess la Placette, ça me fait plaisir parce que moi, c'est mon département. Elle est de hier. C'est mon département. Voilà, j'ai joué aux échecs pendant des années à hier. Donc voilà, et puis en plus elle est sélectionnée avec l'équipe de Sandrine Soubéran en U17. Donc voilà. Après nous avons un milieu de terrain, un très bon milieu de terrain avec Léa Rubio et Caroline Pizzala principalement. Pour moi le meilleur milieu de terrain de cette D2 sans contestation possible. Voilà, il n'y a pas de secret, hein, quand on a deux anciennes joueuses du PSG qui ont joué les joutes européennes, bah évidemment, ça change tout, ça fait la différence quoi. Après, donc en attaque, on a souvent eu des problèmes la blessure d'Alicia Pourquet, ça fait très mal, hein, comme j'ai déjà dit. Une équipe offensivement, voilà, c'est niveau D1, mais sans problème quoi. C'est même niveau, il y a certaines équipes de Ligue des Champions qui seraient contents d'avoir le duo Alicia Pourquet et Pauline Cousin. Je suis sûr que Brøndby qui a fait demi-finale de Ligue des Champions, bah honnêtement Alicia Pourquet et Pauline Cousin c'est au-dessus, très clairement. Voilà, donc en attaque ça allait très bien. Il y a eu surtout un manque de réalisme quoi. Il y a eu la blessure d'Alicia Pourquet, il y a Pauline Cousin qui n'a pas marqué pendant 2 mois. Ça a fait un petit peu mal. Voilà, mais bon, Marseille, moi j'y crois encore, il reste 2 matchs. Moi je veux revenir sur les 2 matchs à venir, donc il y a un déplacement au Puy. Un déplacement au Puy compliqué parce que le Puy est une équipe accrocheuse, mais une équipe capable d'exploser complètement aussi. Donc ça va être intéressant. Moi je pense que Marseille peut gagner ce match. Après il y a l'inconnu, c'est le dernier match contre Toulouse, qui aura plus rien à jouer. Je pense que les filles ont à cœur de se rattraper du match aller, qu'on va pas dire raté parce que c'était la première journée, mais c'est clairement le match le moins abouti, je pense, le match contre Toulouse. Voilà, après je vais essayer de peut-être revenir sur l'équipe en général. Moi, ce que j'ai apprécié dans cette équipe cette saison, c'est la volonté quoi. La volonté en elle-même, elle s'arrache sur tous les ballons. Ça, c'est vraiment... Bon, c'est l'esprit du football féminin, mais vraiment s'arracher comme ça, c'est dans l'esprit de l'Olympique de Marseille pour moi. C'est ça qui vraiment caractérise cette équipe pour moi, qui aura largement le niveau pour se maintenir en D1 quand on voit Rodez ou Soyo. Enfin, Soyo encore ça va, mais quand on voit le niveau de Rodez ou des équipes comme ça qui vont se maintenir en D1, eh ben, je vous le dis franchement que Marseille a largement sa place en D1. Derrière, sans doute, le Quatuor, Lyon, Paris, Juvisy, Montpellier, mais à mon avis, juste derrière avec Guingamp. Pour moi, c'est à peu près du niveau de Guingamp. Ça se situe à peu près là. Après, à vérifier sur le terrain. Il y a eu une défaite contre Saint-Etienne en Coupe de France, totalement imméritée. D'ailleurs, merci l'arbitre, parce que, voilà, monsieur Romain Alessandrini, quand il tombe... et qu'il doit avoir penalty pour lui et carton rouge, eh ben il n'y a pas faute, on lui dit qu'il a glissé. Par contre, quand la joueuse de Saint-Etienne elle part au but et qu'il y a un tacle alors qu'il y a une défenseuse de Marseille qui revenait en travers, donc elle n'est pas dernier défenseur, il n'y a pas réellement un anéantissement d'une action de but, et ben là elle n'a pas échappé au carton rouge, je peux vous le dire. Donc voilà, je trouve ça assez scandaleux, le manque d'équité sportive dans les décisions quoi. À un moment, monsieur Varela, une dédicace à toi. Franchement, t'as été mauvais, t'as été nul. Et en plus, tu nous coûtes la Ligue des Champions pour l'instant. Enfin, je vais arrêter de parler de ça parce que ça m'énerve. Mais voilà, donc moi j'aimerais bien que les décisions arbitrales, elles soient équitables. Hein, parce que honnêtement, entre la D2, l'équipe première et... entre la D2, oui c'est ça, entre la D2 féminine et l'équipe première, les décisions arbitrales c'est quand même un scandale. Hein. Après on va me parler de la paranoïa, le complot anti-marseillais, non mais moi je crois que c'est
le terrain, enfin la vérité. Et en regardant les images, hein, quand on voit les images, on voit très clairement que la balance, comme dirait Pierre Ménès, la balance de l'arbitrage était nettement en défaveur de l'OM. Voilà. Chez les filles aussi, c'est vrai, c'est moins vrai. Mais voilà quoi. Il y a eu quand même quelques problèmes d'arbitrage qui coûtent cher à l'arrivée chez les filles aussi. Donc il y a voilà ces deux derniers matchs. J'espère que Marseille va gagner ces deux matchs. Je compte aller voir le dernier match peut-être. Enfin, s'il y a victoire au Puy, j'irai sans doute voir le dernier match. S'il n'y a pas victoire au Puy, je vois pas l'intérêt. Mais mais voilà, ça c'est une équipe qui joue bien. J'aime voilà, ça joue quoi. Et puis un hommage quand même à Christophe Parra qui fait un boulot extraordinaire. Voilà, parce que c'est une équipe, il faut savoir que l'Olympique de Marseille féminin en 2011, il y avait rien du tout. Ça partait je crois que ça doit être le cinquième échelon. Il y a 5 divisions, donc la cinquième division, je sais pas comment ils appellent ça, le district, je crois. Je crois que c'est ça. Voilà, Marseille est arrivé avec son équipe, montée de toutes pièces, et quand même ce qui a été fait en 5 saisons. Après, voilà, l'avenir, voilà. Il va vraiment dépendre de ces deux derniers matchs. Je vous proposerai sans doute une vidéo à part sur ces deux derniers matchs. Je vais quand même donner mon avis sur le match au Puy. Comme je l'ai dit, le Puy est une équipe capable d'exploser complètement. Comme à l'aller, elles ont explosé complètement, mais elles ont eu la réussite de pas prendre une valise et en prendre qu'un. On se demande comment. Donc je pense qu'au retour, les Marseille fera le boulot. La seule inconnue pour moi, c'est l'état du terrain. Donc je sais pas dans quel stade ça joue, si c'est le stade de l'équipe masculine. Donc voilà, un match qu'il faut absolument gagner comme celui de Toulouse et espérer que Nîmes perde dans le même temps. Il semble que Nîmes a des matchs pas trop durs. Je crois qu'ils jouent contre Véor-Montoison et Nivolas. Si je dis pas de bêtises. Il y a... Ouais, ça doit être ça. Véor-Montoison et Nivolas. Bon, je dis sans doute une bêtise, mais je crois que Véor-Montoison, je suis quasiment sûr qu'elle les joue. Et c'est peut-être Monteux, enfin je sais plus. Mais c'est deux matchs plutôt abordables. Contrairement à Marseille qui joue peut-être les deux équipes qui sont assez proches de leur niveau. Donc voilà, une équipe marseillaise qui m'a fait vraiment plaisir cette saison. Je me suis mis à la suivre, voilà, cette équipe cette saison. Je me suis dit la D2, tiens, les matchs passent sur OMTV. Je vais me mettre à OMTV, je vais commencer à suivre. Et puis voilà, je trouve vraiment... C'est une équipe, c'est des joueuses, honnêtement, je connaissais pas grand monde. Hein. Je connaissais évidemment Caroline Pizzala et Léa Rubio qui avaient joué pour le PSG. Et je connaissais Pauline Cousin, donc qui avait été championne du monde en 2012 en Azerbaïdjan avec les U17. C'est la trois seules joueuses que je connaissais. Et honnêtement, l'équipe est très équilibrée. Et je pense que si c'est pas cette saison, elles iront le chercher la saison prochaine. Mais j'espère que c'est cette saison parce que voilà. Après, il y a une grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Louisa Nessib va signer à Marseille ou pas? Je pense très honnêtement que ce sera non pour la prochaine saison. Je pense que si Marseille se qualifie pas pour la Champions League, il n'y a aucune chance. Mais bon, c'est vrai que comme disait Raphaël Guerrero, l'entraîneur des U17, quand même l'important pour nous c'est que tous les Marseillais et que toutes les Marseillaises là en l'occurrence jouent pour l'OM. Et donc voilà, moi ça me paraît quelque chose d'important, même si c'est mon avis pas le secteur où Marseille aurait besoin de se renforcer. En fait, je pense que le gros problème de Marseille, c'est d'acheter des remplaçants vraiment au niveau des titulaires, quoi, parce qu'il y a un problème de profondeur d'effectif d'après moi. Maintenant, ça reste mon avis et il n'engage que moi. Aussi, voilà, il y a des joueuses, il y a quand même des joueuses qui ont quelque chose en plus. Par exemple, Alicia Porquez, pour moi, c'est l'une des seules en France capable de jouer ce que les Anglais appellent un central forward, c'est-à-dire un 9,5, un faux 9, je vous l'appelez comme vous voulez.
c'est-à-dire un espèce de piston entre le milieu et l'attaque. Voilà, c'est quelque chose de ça. Pour moi, c'est le meilleur poste de Gaëtan Tiné aussi en équipe de France pour vous resituer. D'ailleurs, on se demande pourquoi Gaëtan Tiné joue à gauche en équipe de France. Enfin, c'est un autre débat. Je vais pas rentrer dedans. Je reviendrai sur l'équipe de France dans une prochaine vidéo. Vous dire clairement ce que j'en pense. Et je vais pas être très tendre avec Monsieur Philippe Bergerot. Je m'en excuse par avance. Donc voilà. L'équipe marseillaise a toutes les chances de finir deuxième et donc de rater la montée malheureusement. Maintenant, espérons un faux pas dénimoise. C'est possible. Il faut jouer tous les coups à fond. Et j'espère vraiment que ça va passer. Donc maintenant, je vais vous laisser avec un petit best-of de la saison, commenté par mes soins dans les conditions du direct. Alors, je m'excuse par avance si je stigmatise certaines communautés ou si mes blagues sont de mauvais goût. Voilà, c'est mon humour. Voilà, je m'en excuse par avance. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous laisse avec le best-of. Le ballon récupéré par les Toulousains, le grand pont, il est passé. Attention, il faut revenir. Il faut revenir. La frappe. Oh là là, quelle erreur de la gardienne marseillaise et de l'ouverture du score pour Toulouse après 22 minutes de jeu. Léa Rubio qui recherche une solution. Il n'y a pas de solution, alors elle tente la frappe de 35 mètres, lobé. Et le but. Extraordinaire but de Léa Rubio, l'égalisation 1 minute après l'ouverture du score toulousaine. Superbe frappe de Léa Rubio sous la barre transversale. La gardienne toulousaine était aux abonnés absentes sur cette action. Et là, c'est une Massili qui centre, Pauline Cousin qui se jette. Et le deuxième but marseillais à 4 minutes de la fin. Superbe centre de Anaïs Nbassingé, parfaitement repris par Pauline Cousin qui se jette à la manière d'un David Trezeguet dans ses meilleures années. Très joli but. Le ballon de Malène Enigo, la déviation. Anaïs Nbassingé qui récupère le crochet, la frappe et but. Superbe but d'Anaïs Nbassingé, 90e minute ici. Étoile sur Rhône pour le deuxième but marseillais qui est sans doute le but de la victoire. On revoit au ralenti cette action. Un long coup franc de Malène Enigo parfaitement dévié. Et le ballon reçu sur Anaïs Nbassingé qui ne tremble pas et qui avec beaucoup de sang-froid croise son tir et bat la gardienne de Véor. Le coup franc pour l'impliquant c'est Caroline Pisala. 35 mètres, la tentative, et le but. Superbe but de Caroline Pisala, un coup franc à la Juninho. Extraordinaire coup franc qui permet à l'OM de prendre logiquement l'avantage ici à Nîmes. Magnifique, on revoit au ralenti une frappe à la manière de Juninho. Et ça avec cet effet. Magnifique. Caroline Pisala, bon tacle, qui récupère le ballon. Elle s'enfonce dans le camp de Monteux. Personne ne vient l'attaquer, alors elle continue. Le crochet, elle est passée. Et le penalty. Et c'est un carton rouge en erreur d'arbitrage ici, à mon sens. Un carton rouge m'aurait paru justifié. Le penalty. Et c'est l'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille après 39 minutes de jeu. Caroline Pisala n'a pas tremblé sur ce penalty. On le revoit au ralenti, un tir à ras de terre qui généralement est très efficace. Le ballon récupère bien, un coup franc imaginaire pour Nîmes là. Un coup franc tiré, le ballon s'élève. Ballon cafouillé, Montréal au second poteau dans le cage. Et but, oh là là, quelle catastrophe, 87e minute. Et Mafor, l'Animos qui égalise. Et c'est fini, incroyable désillusion pour les Marseillaises. Ici, au stade de la Fourragère, quelle catastrophe. Le ballon pour Pauline Cousin sur le côté. Elle s'enfonce, la feinte, c'est passé, le centre en retrait, peut-être, le centre, et le but, c'est le but de Camille Perrin à la 66e minute. L'OM qui a plié définitivement ce match contre Blanzy. Coup franc pour les Olympiennes, une combinaison, oui, les joueuses de Murray dormaient, et c'est le ballon le sens, et le hat-trick, le triplé de Pauline Cousin. 3-0 pour l'Olympique de Marseille, cette fois, je crois que ce match est plié.
On va revoir au ralenti cette superbe combinaison. Et évidemment, la défense de Murray dormait complètement. Et du coup, aucune pression et le centre est parfait. Et voilà, c'est fini ici au stade Clément Ader. On peut dire que les joueuses de Murray ont explosé en vol. Le coup franc, c'est la dernière chance. Le ballon s'élève, la déviation, le cafouillage, la tête renversée de Laura Ruda, les buts. Superbe but pour l'Olympique de Marseille. 92e minute, à l'image d'un Gignac contre Caen. Et ben, cette tête décisive qui va permettre à l'Olympique de Marseille de prendre les 3 points. On revoit au ralenti cette superbe tête renversée. Rappelle un peu le but contre Lyon aussi en 2009. Le corner pour l'Olympique, c'est Alicia Porquez qui s'élance. Le corner et le but, le ballon qui rentre directement. Ouverture du score pour l'Olympique de Marseille à la 13e minute. Sur un corner direct. Une situation assez étrange où j'ai l'impression que la joueuse de Murray a gêné sa gardienne pour les photos. Attention! C'est un coup franc. Un coup franc qui se transforme en penalty. On ne comprend pas trop pourquoi. Et égalisation de Clé. Complètement imméritée. C'est assez scandaleux. Le ballon récupéré par Clé. Attention, elle était toute seule, faut l'isoler. La frappe lobée, elle est contrée, elle rentre. Oh là là, quelle catastrophe. 48e minute de la première mi-temps. Une bien mauvaise opération pour les Olympiennes. Le ballon cafouillé, attention, le ballon qui revient à la frappe et le but. Oh, quelle catastrophe. 3e action pour Clé et 3e but. Quelle catastrophe. Réaction olympienne peut-être. Anaïs Sanosé qui récupère la frappe, le but. Non, comment c'est pas rentré, on ne comprend pas. Incroyable. Oh, le bon ballon, il est passé, la gardienne de ce trou. Le tir, oh, Yamin, il y a carton rouge là. Carton rouge. Et non, l'arbitre ne donne pas le rouge. Oh, car là, on prend un jaune pour ça, n'importe quoi. Allez, relève-toi. Bienvenue ici à Marseille pour la 6e journée de la D2 féminine, le match entre l'OM et le Nivelas Vermeil. Un match très important pour les Olympiennes qui se doivent de l'emporter contre Nivelas pour espérer encore monter en D1. Un match qu'il faudra donc absolument remporter contre une équipe de mal classée. Nivelas qui est quand même assez mal classé. La frappe, première occasion pour Nivelas, bien captée par Anaïs Hachi. On voit ici Christophe Parra qui a mis le bonnet à la Giroud. Le coup franc pour Marseille, on cafouille, le ballon est rentré, non, il est dégagé sur la ligne. Quelle occasion pour Marseille. Nouveau débordement ici, le centre peut-être. Le centre, oui, le centre il est bon pour Pauline Cousin qui frappe. Oh, comment ce ballon ne rentre pas. On se demande encore comment ce ballon n'est pas rentré. Pauline Cousin qui a pris le ballon. Le grand pont c'est la défenseuse de Nivelas complètement à la rue. Et là, heureusement, la bonne sortie de la gardienne de Nivelas qui s'en sort bien. Le ballon pour Nivelas, peut-être la frappe, le poteau, attention. Et on voit que ces joueuses de Nivelas sont très dangereuses en contre-attaque. Ballon récupéré par l'Olympique de Marseille. C'est bien écarté le centre. Et sans problème pour la gardienne de Nivelas. Coup franc pour l'Olympique de Marseille, tiré par Caroline Pizola. Et un bon arrêt. Non, le poteau. Et oui, le ballon pour Nivelas, attention. Une possibilité peut-être ici. Une frappe, aucun danger pour Anaïs Hachi qui s'est un peu trouvé quand même. La bonne sortie d'Anaïs Hachi sur cette action. Et c'est la mi-temps ici à Marseille, 0-0. Ballon récupéré par les Olympiennes. On va voir Christophe Parra qui donne ses consignes. Le long ballon pour Pauline Cousin, trop courte. Attention au carton jaune pour jeu dangereux. Le ballon bien combiné, la frappe. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, quelle occasion. Au second poteau, il n'y avait personne. Et on continue par procéder par ces longs ballons. Au lieu de se prendre la tête dans les mains, il faudrait peut-être jouer là. Non, c'est pas possible. Là. Stratégie de long ballon qui ne paye pas du tout. Coup franc pour Nivelas. Heureusement, bonne claquette d'Anaïs Hachi. Une catastrophe cette stratégie, semble-t-il. Là. Il faudrait peut-être arrêter de balancer. Encore un long centre. Pauline Cousin, elle a beau faire ce qu'elle peut, mais là c'est difficile. Évidemment, sur ces longs ballons, la tête et encore l'arrêt.
Corner pour l'Olympique de Marseille. C'est tir au second poteau et ça passe à côté. Un match pas mauvais des Olympiennes, mais qui manque quand même cruellement de réalisme. Oh, le bon ballon! Pauline Cousin, peut-être! Oh, elle en fait trop! Elle en fait trop! Eh oui, elle en fait trop. Et oui, là, il fallait sans doute tirer sans contrôle. Le nouveau long ballon, et on continue ces longs ballons. La tête, là, elle est bonne. Et elle est bien sortie par la gagnante de Nivolas. Le bon ballon, peut-être... Pauline Cousin, ok, en fait trop. Ça lui revient dessus. Penalty! Penalty! Non, mais c'est pas possible de pas siffler là-dessus. Faut qu'on m'explique. La défense est complètement battue et on ne siffle pas. Nouveau ballon pour Pauline Cousin qui frappe. La reprise peut-être au-dessus. C'est pas possible. Quand ça veut pas. Il y a un coup franc. Nanisachi. Oh, la gardienne s'est pris le poteau. Ah, ça va rentrer dans le gag, dans le West d'Eurosport, je pense. Et le ballon est bien dégagé par la défense de Nivolas. Ça revient peut-être, et non. Une dernière chance peut-être pour les Olympiennes. On joue les arrêts de jeu. Un nouveau long ballon. Et non, 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 rien du tout. Et l'arbitre va siffler la fin de cette rencontre. Une catastrophe pour les Olympiennes qui perdent 2 points alors que ce match semblait largement à leur portée. C'est bien dommage. On voit toute la déception des Olympiennes. Christophe Parra peut être déçu.